J'ai trouvé un chien perdu un mardi soir d'octobre, alors que la pluie tombait si fort que je pouvais à peine voir la route devant moi. Je me suis garé sur le côté, et le Golden Retriever est venu droit sur moi, comme s'il m'attendait spécifiquement. Son médaillon indiquait « Max » avec une adresse à 1 heure de route. J'aurais dû appeler la fourrière, mais quelque chose m'a poussé à y aller moi-même. Quand j'ai frappé à la porte, une femme âgée a ouvert, m'a vu et s'est mise à pleurer. « Tu l'as encore retrouvé ?» a-t-elle dit, mais je n'étais jamais venu ici auparavant. Avant de commencer, avez-vous déjà vu une photo de vous sans avoir absolument aucun souvenir de ce moment? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires de souvenirs oubliés, de liens inattendus et de comment un chien perdu peut parfois vous mener exactement là où vous ne saviez pas qu'il vous manquait quelque chose, veuillez vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter la nuit qui a tout changé. Je rentrais à Lyon après un reportage de mariage dans les Alpes, épuisé, trempé par l'installation du matériel sous la pluie, ne désirant rien de plus que de rentrer chez moi et dormir. C'est alors que mes phares ont capté quelque chose qui bougeait sur le bas-côté de l'autoroute. Un chien, un Golden Retriever, trempé, boitant légèrement, l'air perdu et terrifié. J'aurais dû continuer ma route. Il était tard. J'étais fatigué, et s'arrêter sur une autoroute sombre en pleine tempête n'était pas prudent. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter. C'était peut-être la façon dont le chien regardait ma voiture, ne s'enfuyant pas, mais se dirigeant vers elle. Je suis sorti, la pluie traversant immédiatement ma veste. « Eh, mon grand, ça va ?» Le chien est venu droit sur moi. Sans hésitation, il s'est approché et s'est assis à mes pieds, me regardant avec ses yeux dorés pleins d'âme, la queue battant faiblement. J'ai cherché un collier. Il y en avait un, en cuir usé avec un médaillon en métal où l'on pouvait lire « Max, s'y trouver, veuillez retourner au 247 rue de la Colline. » L'adresse était à 1 heure de route dans la direction opposée de chez moi. La chose responsable à faire aurait été d'appeler la fourrière ou peut-être de trouver un vétérinaire local pour scanner une puce électronique. Mais quelque chose chez ce chien, la façon dont il me regardait, la façon dont il était venu à moi sans crainte, comme si nous étions de vieux amis, m'a fait penser que je devais le ramener moi-même. Alors, j'ai ouvert la portière de ma voiture et Max a sauté à l'intérieur comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Il s'est installé sur le siège passager, a posé sa tête sur la console centrale et a poussé un long soupir, comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. J'ai conduit jusqu'à sa maison. 1 heure à travers la pluie et les routes de montagne sombres avec un chien étrange à côté de moi qui, curieusement, ne me semblait pas du tout étranger. Max n'a ni aboyé, ni gémi, ni bougé. Il est resté assis là, me jetant de temps en temps un coup d'œil comme pour s'assurer que j'étais toujours là. Quand j'ai enfin trouvé la rue de la Colline, il était presque minuit. La rue était calme, un quartier résidentiel de vieilles maisons avec de grands jardins, le genre d'endroit où les gens connaissent leurs voisins et où rien ne change vraiment. Le numéro 247 était une petite maison bleue avec une lumière de porche allumée et des fleurs dans le jardin de devant, même en octobre. Je suis resté assis dans ma voiture un moment, Max à côté de moi, tous deux regardant la maison. Quelque chose à son sujet me semblait familier. Non pas comme si j'étais déjà venu ici, mais comme si je l'avais vu dans un rêve que j'avais oublié. Je suis sorti, Max me suivant sans avoir besoin de laisse. Nous avons monté les marches du porche ensemble. J'ai frappé. Une femme a ouvert, plus âgée, peut-être au début de la soixantaine dizaine, avec des cheveux gris tirés en arrière et des yeux bienveillants qui se sont écarquillés quand elle m'a vu, pas quand elle a vu le chien, quand elle m'a vu moi. « Bonsoir, madame. Je m'appelle Julien Dubois. Je crois que j'ai trouvé votre chien. »« Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. Julien. La façon dont elle me regardait m'a coupé le souffle. Elle a regardé Max, puis de nouveau moi, et des larmes ont commencé à couler sur son visage. « Tu l'as encore retrouvé. »« Encore ? Je ne suis jamais venu ici. »« Si, tu es déjà venu. » Elle a ouvert la porte plus grand. « S'il te plaît, entre. J'ai quelque chose à te montrer. » J'aurais dû lui donner le chien et rentrer chez moi, mais quelque chose dans sa voix, quelque chose de familier que je ne pouvais pas situer, m'a fait la suivre à l'intérieur. La maison sentait la vanille et les vieux livres, des meubles confortables, des photos sur tous les murs, une vie pleinement vécue. Max est allé directement à un panier pour chien dans un coin et s'est couché. La femme m'a conduit vers le manteau de la cheminée. Elle a pris une photo encadrée et me l'a tendue. Elle montrait un petit garçon, d'environ 6 ans,
tenant un golden retriever. Le garçon riait, le chien lui léchant le visage. Derrière eux se trouvait cette maison, ce Porsche, ces mêmes parterres de fleurs. Le garçon, c'était moi. J'ai reconnu mon propre visage. J'ai reconnu l'écart entre mes dents de devant que j'avais eu jusqu'à 8 ans. J'ai reconnu le t-shirt que je portais parce que j'avais une autre photo à la maison, prise à peu près au même âge, où je portais ce même t-shirt. Mais je n'avais aucun souvenir de ce moment, aucun souvenir de cette maison, aucun souvenir de ce chien. Je ne comprends pas, ai-je dit, fixant la photo. Quand a-t-elle été prise? Il y a 25 ans. Tu avais 6 ans. C'est Max, le premier Max. Et c'est ma maison, là où nous nous tenons en ce moment. Je ne suis jamais venu ici. Je m'en souviendrai. Tu habitais à côté, Julien, pendant 3 ans. La maison de tes parents était juste là. Elle a pointé par la fenêtre la maison voisine. Tu passais plus de temps ici que chez toi. Je te gardais tous les jours après l'école. Toi et Max étiez inséparables. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas possible. Mes souvenirs d'enfance commençaient vers l'âge de 7 ans, après la mort de mes parents. Avant ça, c'était juste du brouillard, des fragments, rien de concret. Ma tante qui m'a élevé après l'accident disait toujours que c'était normal. Tu étais trop jeune pour te souvenir de grand-chose, me disait-elle. C'est mieux comme ça, plus facile. Qui êtes-vous, ai-je demandé. Je suis Hélène Lambert. J'étais l'une des meilleures amies de ta mère. J'ai vécu à côté de ta famille depuis tes 4 ans jusqu'à, elle s'est arrêtée, la voix brisée. Jusqu'à l'accident. L'accident, un accident de voiture, mes parents qui rentraient d'un dîner. J'avais 7 ans. On m'avait raconté ça toute ma vie. Ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'il y avait eu un avant. Toute une vie avant, dont je ne me souvenais pas, pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de vous? Hélène a fait un geste vers le canapé. Assieds-toi, s'il te plaît. Ça va faire beaucoup. Nous nous sommes assis. Max, le Max actuel, s'est levé de son panier et est venu s'asseoir entre nous, posant sa tête sur mon genou, comme s'il essayait de me réconforter pour quelque chose que je ne comprenais même pas encore. Tes parents travaillaient tous les deux de longues heures, a commencé Hélène. Ta mère était infirmière. Ton père était dans la construction. Tu venais chez moi tous les jours après l'école maternelle, puis le CP, puis le CE1. Je te préparais des goûters. On jouait dans le jardin. Tu adorais Max, le Max original. Tu l'appelais ton meilleur ami. J'ai de nouveau regardé la photo. Le garçon sur la photo avait l'air heureux, d'un bonheur total et sans complexe. Le jour où tes parents sont morts, a poursuivi Hélène, la voix chargée d'émotion, tu étais chez moi. Tu avais passé la nuit parce qu'ils étaient sortis en amoureux. Ta tante Isabelle est venue le lendemain matin. Elle était anéantie. Elle a dit qu'elle t'emmenait avec elle à Lyon. Que ce serait plus facile pour toi de prendre un nouveau départ, loin des souvenirs. Elle ne vous a jamais mentionné, n'a jamais rien mentionné de tout ça. Je sais. J'ai essayé de garder le contact, j'ai appelé, écrit des lettres, mais Isabelle pensait qu'il valait mieux que tu oublies. Elle a dit que tu avais tout bloqué d'avant l'accident. Une réaction traumatique classique, que me faire revenir dans ta vie ne ferait que te rappeler ce que tu avais perdu. Alors, j'ai arrêté d'essayer. J'ai respecté sa décision, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et au chien. Ce Max? Hélène a souri tristement. Après ton départ, le Max original a vécu encore 8 ans. Quand il est mort, j'ai pris un autre golden retriever. Je l'ai appelé Max aussi. C'est le 3e Max. J'ai toujours eu un Max, toutes ces années, en l'honneur du premier. J'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. 25 ans de ma vie. Et il y avait tout un chapitre dont je n'avais jamais connu l'existence. Une femme qui m'aimait, que j'avais aimée, effacée comme si elle n'avait jamais compté. Je peux voir d'autres photos? Le visage d'Hélène s'est illuminé. Bien sûr. Elle a sorti des albums. Des dizaines de photos de moi enfant chez elle, dans son jardin, l'aidant à jardiner, à des fêtes d'anniversaire couverts de glaçage, riant, jouant. Sur chaque photo, j'avais l'air aimé, en sécurité, heureux, et sur la plupart d'entre elles, il y avait Max. Le premier Max, une présence constante. Mon ami, quand j'étais trop jeune pour comprendre ce que signifiait l'amitié.
Tu as retrouvé Max une fois auparavant, a dit Hélène en montrant une photo. Il s'était échappé du jardin. Tu avais 6 ans. Tu l'as retrouvé à 3 pâtés de maison et tu l'as ramené à la maison. Tu étais si fier. Tu as dit, j'ai sauvé Max, Hélène. Je l'ai sauvé. Et maintenant, 25 ans plus tard, tu as retrouvé un autre Max. J'ai fixé la photo, moi à 6 ans tenant le collier de Max, rayonnant, et j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas un souvenir exactement, mais une sensation, un sentiment de déjà-vu si fort que mes mains se sont mises à trembler. Je me souviens de la pluie, ai-je dit lentement. Je me souviens avoir couru. Je me souviens d'un chien. Je pensais que c'était un rêve. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. J'ai regardé autour de moi dans la maison et soudain, les choses ont commencé à me paraître familières. L'agencement, l'odeur, la façon dont la lumière entrait par la fenêtre de la cuisine. Pas des souvenirs concrets, mais des souvenirs sensoriels. Mon corps se souvenait même si mon cerveau ne le faisait pas, pourquoi ma tante m'aurait-elle caché ça? Elle pensait te protéger. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être avais-tu besoin d'une rupture nette pour guérir. Mais Julien, tu dois avoir 32 ans maintenant. Tu n'es plus un enfant de 7 ans traumatisé. Tu as le droit de savoir d'où tu viens. J'ai passé les 3 heures suivantes chez Hélène. Elle m'a raconté des histoires sur mes parents, sur mon enfance, sur le garçon que j'avais été. Le rire de ma mère, les blagues nulles de mon père, la fois où j'ai essayé de couper les poils de Max et où je me suis retrouvé couvert de fourrure dorée. La façon dont j'aidais Hélène à faire des biscuits tous les dimanches. Quand je suis parti, il était 3 heures du matin. Hélène se tenait sur son Porsche, Max à ses côtés, tous deux me regardant marcher vers ma voiture. Tu reviendras, a-t-elle demandé. Oui, promis. Je le promets. J'ai conduit jusqu'à la maison, hébété. 1 heure de retour à Lyon. Mon esprit rejoint tout ce qu'Hélène m'avait dit. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti dans cette maison dont mon corps se souvenait, même si mon esprit ne le pouvait pas. En rentrant chez moi, j'ai appelé ma tante. Il était 4 heures du matin, mais je m'en fichais. Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'Hélène? Silence. Puis, comment connais-tu Hélène? J'ai trouvé son chien, un golden retriever nommé Max. Je l'ai ramené chez elle et elle m'a montré des photos de moi enfant chez elle avec son chien, vivant toute une vie dont tu ne m'as jamais parlé. Encore le silence, puis un soupir. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Tu as effacé 7 ans de ma vie. Tu les avais effacés toi-même. Après la mort de tes parents, tu n'as pas parlé pendant 2 mois. Tu ne te souvenais de rien d'avant. Le thérapeute a dit que c'était de l'amnésie dissociative, la façon de ton cerveau de te protéger du traumatisme. Quand tu as finalement recommencé à parler, tu n'as jamais mentionné Hélène, ni le chien, ni la maison. C'était comme si tu avais tout oublié. Alors, je t'ai laissé oublier. Je pensais que te ramener là-bas ne ferait que te blesser davantage. Tu ne m'as pas laissé oublier. Tu t'es assuré que je ne puisse pas me souvenir. Tu as coupé les ponts avec tous ceux qui auraient pu m'aider à reconstituer le puzzle. J'avais 28 ans, Julien. Je venais de perdre ma sœur. J'avais un enfant de 7 ans traumatisé à élever. J'ai fait de mon mieux. J'ai entendu la douleur dans sa voix, la peur. Elle avait essayé de me protéger. À sa manière, elle pensait me sauver de plus de mal. Je sais, ai-je dit doucement. Je suis désolé, tante Isabelle. Je t'aime pour m'avoir élevé, mais je suis bouleversé. Je viens de découvrir qu'Hélène faisait partie de ma vie. Elle m'aimait aussi. Elle aurait pu t'aider à m'élever. Et tu nous as enlevé ça à tous les deux. Je suis désolé. Vraiment. Mais Julien, tu dois comprendre. Te voir tout oublier a été la pire chose que j'ai jamais vue. Tu étais ce gamin brillant et heureux, et puis du jour au lendemain, tu avais disparu, tu étais vide. Et quand tu as finalement recommencé à revivre, je n'ai pas voulu risquer de te perdre à nouveau. Nous avons parlé pendant une autre heure des décisions prises par peur, des bonnes intentions qui ont causé du tort, de la position impossible dans laquelle elle s'était trouvée. J'ai compris et je lui ai pardonné. Le samedi suivant, je suis retourné chez Hélène. Je lui avais envoyé un texto pendant la semaine pour lui demander si je pouvais revenir. Elle avait répondu immédiatement, oui, s'il te plaît. N'importe quand.
Quand je suis arrivé devant la maison bleue de la rue de la Colline, c'était le début de l'après-midi. La pluie de la semaine précédente avait disparu, remplacée par un ciel d'octobre clair et des feuilles virant au doré. J'ai frappé à la porte. Cette fois, quelqu'un d'autre a ouvert. Une femme, d'environ 30 ans, avec les yeux d'Hélène et des cheveux foncés attachés en un chignon désordonné. Elle portait un jean taché de peinture et un pull trop grand, tenant une tasse à café sur laquelle était écrit « L'art guérit ». « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé. « Je cherche Hélène. » Hélène Lambert. Elle m'a étudié un instant et j'ai vu la reconnaissance poindre dans ses yeux. « Tu es Julien. » « Oui. »« Comment avez-vous » Elle n'a pas arrêté de parler de toi toute la semaine. Elle a tendu la main. « Je suis Chloé, la petite fille d'Hélène. » Sa poignée de main était ferme, et son regard direct, scrutateur, pas hostile, mais protecteur. « Est-ce qu'elle est là ?»« Elle est là. Mais avant que tu n'entres, je dois te demander quelque chose. » J'ai attendu. « Es-tu sérieux à ce sujet ? Sur le fait de revenir ? Que veux-tu dire ? Ma grand-mère t'a attendu 25 ans. Elle a gardé chaque photo. Elle a pris un chien du même nom que celui que tu aimais. Elle ne t'a jamais oublié, même quand tout le monde l'avait fait. Alors, je dois savoir, vas-tu rester ou vas-tu disparaître à nouveau et lui briser le cœur ? Il n'y avait aucune hostilité dans sa voix, juste une protection féroce et autre chose. De la tristesse, peut-être ? Comme si elle avait déjà vu Hélène souffrir et ne laisserait pas cela se reproduire. « Je ne vais nulle part, ai-je dit. »« Promis ? » ?»« Promis. Je n'ai pas eu le choix la première fois. Maintenant, si. » Chloé m'a regardé longuement. Puis elle a hoché la tête. « D'accord, entre. » Hélène était dans la cuisine, sortant des biscuits du four. L'odeur m'a immédiatement frappé. Pépites de chocolat, chaudes et sucrées. Et soudain, j'avais de nouveau 6 ans, debout sur un escabeau, aidant à mélanger la pâte. La voix d'Hélène disant, pas trop de sel, mon cœur. Julien. Hélène a posé le plateau et m'a serré dans ses bras. Tu es revenu. J'ai dit que je le ferais. Je sais, mais j'avais peur. J'ai rêvé de tout ça, que tu ne reviendrais pas, je suis là et je continuerai à revenir. Nous avons passé l'après-midi dans le salon d'Hélène. Elle m'a montré plus de photos, m'a raconté plus d'histoires. Chloé s'est assise avec nous, écoutant tranquillement, posant occasionnellement des questions ou ajoutant des détails qu'Hélène lui avait racontés au fil des ans. « Tu faisais de l'art avec moi », a dit Chloé à un moment donné. « Grand-mère a dit que tu adorais dessiner. » J'ai regardé Hélène. « Vraiment ? » Tout le temps. Tu t'asseyais à ma table de cuisine avec des crayons et du papier pendant des heures. Tu dessinais principalement des gens. Tes parents, moi, Max. Tu avais un vrai talent pour ça. J'ai pensé à ma carrière maintenant. La photographie, capturer les gens dans leurs moments les plus importants. Ce n'était peut-être pas si différent de ce que je faisais enfant. Que fais-tu ? Ai-je demandé à Chloé. Je suis art thérapeute. Je travaille avec des enfants qui ont vécu des traumatismes. Je les aide à exprimer ce qu'ils ne peuvent pas mettre en mots. Quelque chose s'est débloqué dans ma poitrine. C'est un travail incroyable. Ça l'est. Difficile mais gratifiant. Et toi ? La photographie, c'est ça ? Principalement la photographie de mariage. Documenter les moments importants des gens. Donc, nous travaillons tous les deux avec l'émotion, mais de manière différente. Tu la captures. Moi, j'aide les gens à la traiter. Au cours des mois suivants, je suis allé chez Hélène tous les week-ends. Parfois, je restais le samedi et le dimanche. Hélène préparait les repas, nous regardions des photos, elle racontait des histoires, et Chloé était presque toujours là. Au début, je pensais qu'elle était juste protectrice envers sa grand-mère, s'assurant que cet étranger qui était revenu dans la vie d'Hélène n'allait pas la blesser. Mais au fil des semaines, j'ai réalisé que Chloé était là parce qu'elle le voulait, parce qu'elle était curieuse à mon sujet, à propos de ce garçon que sa grand-mère avait aimé et perdu. Et j'étais curieux à son sujet aussi. Elle était différente de toutes les personnes que j'avais rencontrées, directe là où d'autres étaient réservées, passionnée par son travail d'une manière contagieuse. Elle parlait des enfants avec qui elle travaillait, de leur résilience, de leur créativité, de leur capacité à guérir avec un soin si sincère que je me suis surpris à vouloir en entendre plus.
Un samedi de décembre, 3 mois après avoir trouvé Max, Chloé et moi nous sommes retrouvés à promener Max ensemble. Hélène était restée pour commencer le dîner, et Chloé avait suggéré de l'emmener dans un parc voisin. « Je peux te poser une question ?» a-t-elle dit pendant que nous marchions. « Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait d'oublier des années de sa vie ?» J'y ai réfléchi. C'est comme avoir un puzzle avec des pièces manquantes. On peut voir l'image générale, mais il y a des trous. Et on sait que quelque chose devrait être là, mais on ne sait pas quoi. Et maintenant que grand-mère remplit les trous. Maintenant, je récupère les pièces. Pas toutes. Certaines sont parties pour toujours, mais assez pour mieux comprendre l'image. Nous avons marché en silence un moment. Puis Chloé a dit, elle t'aime vraiment, tu sais. Elle t'a toujours aimé, même quand tu étais parti. Je commence à le comprendre. Elle me parlait de toi quand j'étais petite, de ce petit garçon dont elle s'occupait, comment il aimait Max, comment il la faisait rire, comment te perdre a été l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais vécues. J'imaginais te rencontrer un jour. Je me demandais comment tu serais. Et elle a souri. Tu es plus calme que je ne le pensais, plus réfléchi, mais aussi plus triste. Comme si tu portais quelque chose de lourd. C'est le cas. 25 ans sans savoir d'où je venais. Mais tu le découvres maintenant, grâce à Hélène et à toi. Moi? Tu rends les choses plus faciles ici. Apprendre tout ça. Tu rends ça moins écrasant. Et elle m'a regardé et quelque chose est passé entre nous. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer mais que je pouvais définitivement sentir. Bien, a-t-elle dit doucement. J'en suis contente. Au printemps, j'allais chez Hélène 3 ou 4 fois par mois. Et à chaque fois, Chloé était là. Nous avons trouvé un rythme. Hélène racontait des histoires. Chloé ajoutait du contexte. Je posais des questions. Puis Chloé et moi emmenions Max en promenade, nous asseyions sur le porche où aidions Hélène dans son jardin. Et slowly, without meaning to, he fell for her. Dans la façon dont elle écoutait quand Hélène racontait des histoires, dans la façon dont elle était patiente avec mes questions, dans la façon dont elle parlait de son travail avec les enfants, utilisant l'art pour les aider à surmonter la douleur, je ne comprenais que trop bien. Un soir d'avril, 6 mois après avoir trouvé Max, Chloé et moi étions assis sur le porche d'Hélène. Hélène était allée se coucher tôt et nous étions restés à discuter. Max, que nous avions commencé à appeler Max 3 pour le distinguer de ses prédécesseurs, dormait à nos pieds. Tu sais, quand grand-mère m'a dit pour la première fois que tu étais revenu, j'étais sceptique. Je me suis dit, qui est ce type qui débarque après 25 ans? Que veut-il? J'ai eu cette impression, ai-je ri. Mais maintenant, je pense que tu es courageux. Revenir, affronter un passé que tu avais bloqué. Construire une relation avec quelqu'un dont tu ne te souviens pas. Cela demande du courage. Je ne me sens pas courageux. J'ai l'impression d'essayer juste de retrouver des morceaux de moi-même que j'ai perdus. C'est ce qui rend ça courageux. La plupart des gens fuiraient ça. Toi, tu cours vers ça. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis j'ai dit, je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Je ne suis pas revenu seulement pour Hélène. Enfin, si, au début, mais maintenant. J'ai fait une pause, essayant de trouver les bons mots. Maintenant, je reviens pour toi aussi. Chloé s'est tournée pour me regarder. Julien. Je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis encore en train de découvrir qui je suis et d'où je viens, mais quand je suis ici avec toi, j'ai l'impression de devenir la personne que j'ai toujours été censé être. Comme si toutes les pièces commençaient à s'assembler. Je le ressens aussi, a-t-elle dit doucement. J'ai essayé de ne pas le faire, de me dire que tu es juste là pour grand-mère, que m'impliquer serait désordonné et compliqué, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle a souri. On arrête de trop réfléchir. Elle s'est penchée et je l'ai rejointe à mi-chemin. Le baiser était doux, hésitant, parfait, comme rentrer à la maison dans un endroit où je n'avais jamais été mais où j'avais toujours eu ma place. Quand nous nous sommes séparés, Max a levé la tête, nous a regardés et s'est rendormi, comme s'il s'y attendait depuis le début. 1 an après avoir trouvé Max par cette nuit pluvieuse d'octobre, j'ai déménagé à Bellevue, mon ancienne ville, près d'Hélène et Chloé. Ce n'était pas une décision soudaine. C'était progressif, comme tout le reste avec elle. Je passais plus de temps là-bas qu'à Lyon.
Mon entreprise de photographie était en freelance. Je pouvais travailler de n'importe où. Et chaque fois que je retournais à Lyon, j'avais l'impression de laisser quelque chose d'important derrière moi. J'ai donc trouvé une petite maison près de chez Hélène, assez proche pour lui rendre visite facilement, assez loin pour avoir mon propre espace. Chloé m'a aidé à emménager. Nous avons passé un samedi à déballer des cartons, à accrocher des photos, à faire en sorte que l'endroit me ressemble. « Tu l'as vraiment fait ?» a-t-elle dit, regardant autour de mon nouveau salon. « Tu as déménagé ici. » « Oui. Pour grand-mère Hélène, pour toi et pour moi, parce que cet endroit, c'est comme la maison. » Elle m'a embrassé alors, juste là, dans mon salon à moitié déballé. Et j'ai pensé à quel point la vie était étrange, comment j'avais passé 32 ans à sentir qu'il me manquait quelque chose. Et tout ce qu'il avait fallu, c'était un chien perdu sous la pluie pour me ramener à ce qui m'avait manqué pendant tout ce temps. Hélène était ravie. Elle nous invitait à dîner 3 fois par semaine. Elle me montrait la maison d'Aix-en-Grave-Côté, mon ancienne maison, chaque fois que les propriétaires actuels nous le permettaient. Elle a comblé d'autres lacunes dans ma mémoire, m'a raconté d'autres histoires, m'a rendu des morceaux de mon enfance que je croyais perdus pour toujours, et mes souvenirs revenaient lentement, par fragments. L'odeur des biscuits d'Hélène, le son de l'aboiement de Max, la sensation de la main de ma mère dans la mienne, le son du rire de mon père. Pas tout, mais assez. Assez pour savoir que j'avais été aimé. Assez pour comprendre qui j'étais avant d'apprendre ce que signifiait la perte. Chloé et moi avons emménagé ensemble après 6 mois. Cela semblait rapide, mais aussi la chose la plus naturelle du monde. Nous allions fréquemment chez Hélène. Nous emmenions Max pour de longues promenades. Nous travaillions sur nos projets respectifs, elle aidant les enfants à surmonter leur traumatisme par l'art, moi documentant les familles dans leurs moments les plus importants. Et la nuit, nous parlions de tout. De son travail, du mien, d'Hélène, de mes parents, de la manière étrange dont la vie rassemble les gens. Hélène m'avait rendu mon enfance. Et ce faisant, elle m'avait donné Chloé et une vie qui semblait enfin complète. 3 ans après avoir trouvé Max, Chloé et moi nous sommes mariés. Une petite cérémonie dans le jardin d'Hélène, le même jardin où, à 6 ans, j'avais joué avec le premier Max. Hélène a pleuré pendant toute la cérémonie. Des larmes de joie, n'arrêtait-elle pas de dire. Je t'ai retrouvé, et maintenant je peux te garder. Max 3 était là aussi, portant un nœud papillon sur lequel Chloé avait insisté. Il avait maintenant 12 ans, le museau grisonnant, se déplaçant plus lentement, mais il est resté assis patiemment pendant la cérémonie, comme s'il comprenait à quel point c'était important. Parce qu'il comprenait. De la manière dont les chiens comprennent les choses, Max savait qu'il avait été le pont. Le lien qui m'a ramené à la maison. 6 mois après le mariage, Max est mort paisiblement dans son sommeil. Hélène était anéantie. Moi aussi. Et Chloé aussi. Parce que même s'il n'était pas le Max de mon enfance, il était le Max qui m'avait ramené. Nous l'avons enterré dans le jardin d'Hélène, sous l'arbre où le premier Max avait l'habitude de s'allonger à l'ombre, et nous avons mis une stèle indiquant « Max 3 ». Quelques mois plus tard, Hélène a demandé si elle devait prendre un autre chien. Un autre Max, ai-je demandé. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est temps de choisir un nom différent. Le travail de Max est terminé. Quel était son travail? Te ramener. J'ai pensé aux 3 chiens nommés Max. Au garçon qui avait aimé le premier, à l'homme qui avait été ramené à la maison par le 3e. Elle a pris un chiot Golden Retriever 3 mois plus tard. Chloé l'a appelé Luna, et Luna n'a jamais eu à trouver personne ni à ramener personne à la maison. Elle a juste pu faire partie d'une famille qui comprenait à quel point un chien perdu pouvait tout changer. Hélène a maintenant 75 ans. Elle se déplace un peu plus lentement, se fatigue plus facilement, mais elle est toujours là, racontant toujours des histoires, comblant toujours les lacunes de ma mémoire. Parfois, je passe devant mon ancienne maison. La famille qui y vit a des enfants. Je les vois jouer dans le jardin où je jouais, et je pense à la façon dont la vie avance, mais aussi comment elle revient sur ses pas. Comment nous pouvons perdre des choses et les retrouver. Comment la mémoire n'est pas toujours fiable, mais les liens le sont. Comment un chien perdu sur une autoroute pluvieuse peut vous ramener à la maison. Pas à un endroit, mais à une personne, à des gens, à toute une vie dont vous ne saviez pas qu'elle vous manquait. Je ne me souviens toujours pas de tout de ces 7 premières années. Certains souvenirs sont partis pour toujours. Mais je me souviens d'assez. Assez pour savoir que j'ai été aimé.
Assez pour comprendre qui j'étais avant d'apprendre la perte. Assez pour savoir que certains liens survivent même lorsqu'ils sont oubliés. Ils vivent dans nos corps, dans nos instincts, dans les choix que nous faisons sans savoir pourquoi. Avez-vous déjà découvert une partie de votre passé que tout le monde avait oublié de vous raconter ou renouer avec quelqu'un qui se souvenait de vous mieux que vous-même? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire sur les souvenirs oubliés, les retrouvailles impossibles et la façon dont l'amour survit même lorsque la mémoire fait défaut a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires riches de sens chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain récit qui donne à réfléchir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.